Chaim Amsalem, qui, comme l'a dit la présidente, n'a pas pu être présent parmi nous, mais comme on dit en hébreu, Afalpi chez Enokan Kvodokan, bien qu'il ne soit pas là, je vais tâcher de le représenter le mieux possible. Alors on s'est arrêté effectivement au Brésil. Pourquoi le Brésil? Un professeur éminent qui s'appelle Sergio de la Pergola, qui est un professeur émérite qui est aujourd'hui à la retraite, mais qui est un brillant démographe et spécialiste de la démographie du peuple juif. Je dois ramener à la personne qui a dit le mérite qu'il se doit, donc si vous le connaissez c'est tant mieux. Sergio de la Pergola fait partie du directoire de Zera Israël, entre autres sommités, et son éclairage sur la démographie du peuple juif a été, en tout cas pour moi à titre individuel, un moteur de mon action. Et avant de démarrer ce propos, je voudrais saluer les milliers de Bnei Anussim qui nous regardent là actuellement, puisqu'on est en Facebook Live. Et donc je vous donnerai quelques éclairages sur tous ces milliers de Bnei Anussim qui nous suivent déjà et qui attendent avec impatience qu'on leur tende la main. Et c'est une des raisons pour laquelle je me suis engagé, en tout cas moi à titre personnel et au sein de ma fondation, pour faire que ce sujet devienne non pas un sujet d'université, et excusez-moi, mais c'est important, mais pour transformer, pour sortir le sujet de l'université, pour le transformer en une réalité, puisque c'est aussi le titre du propos que je suis censé tenir, Zera Israël, une réalité, une force pour le peuple juif, je dirais même une nécessité, pour ne pas dire une évidence. Le terme de l'étude de Sergio de la Pergola dit que le peuple juif, et je me raccourcis si des fois vous avez déjà assisté à ces conférences, le peuple juif devrait compter aujourd'hui plusieurs dizaines de millions. D'après ses calculs, et il en a fait de nombreux, ça devrait être près de 100 millions si on enlève les pogroms et les persécutions auxquelles le peuple juif a dû traverser et que nous traversons encore aujourd'hui. Permettez-moi d'avoir une pensée émue pour ceux qui sont tombés aujourd'hui, puisque nous sommes encore chassés sur notre terre en Israël, et prier pour la santé des blessés. En tout cas, pour revenir au sujet du jour, 100 millions, et avec beaucoup d'humour, il dit, même si je me suis trompé dans mes calculs, même si j'étais un mauvais démographe et statisticien, ce que peu personnes doutent, ben enlevez 20% d'erreurs, enlevez 30%, dites que je me suis trompé à 50%, il restera encore 50 millions. Et pourtant, il dit que, et avec raison, on a du mal à voir le peuple juif dépasser le périmètre des 14 ou 15 millions que l'on connaît aujourd'hui. On a mis pratiquement 70 ans depuis la Shoah, voire un peu plus, pour revenir à un niveau démographique quasi équivalent à celui que l'on avait à l'époque de la Shoah. Et donc se pose une vraie question, qu'est-ce que le peuple juif et quel va être le futur du peuple juif? Est-ce qu'on va être 50, où sont les 50 millions théoriques ou 100 millions théoriques? Où va-t-on les trouver? Sachant que même si la démographie en Israël elle-même est plutôt positive, il n'en reste pas moins, on le voit dans le film, le taux d'assimilation dans le monde est tellement fort qu'on a du mal à ne pas voir une démographie négative pour le peuple juif. Et donc, la vraie question, c'est de se dire, mais comment va-t-on arriver à transformer cette démographie négative en quelque chose de positif? Alors, pour certains, quand ils voient le film, me disent, mais quel est le rapport entre les marranes, l'assimilation et la démographie? Et pourtant, tout est lié. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les marranes, ce sont des assimilés qui ont été assimilés de force. Ils n'ont pas choisi, ce n'est pas une assimilation choisie. Aujourd'hui, nous vivons une assimilation choisie. C'est-à-dire que le peuple juif n'est plus le peuple juif d'antan. Et c'est ce qui m'a beaucoup, d'ailleurs, plu dans la démonstration de Sergio de la Pergola, c'est sur la nature même de la constitution du peuple juif. On ne peut plus voir le peuple juif comme il était il y a 2000 ans à sa sortie d'Égypte, où là c'était un gouche, comment dire en français, un noyau compact d'une population qui était facilement identifiable, puisque venant du même endroit, alors que depuis nous nous sommes dispersés, nous nous sommes retrouvés au travers de tous les pays du monde, et cette nation qui a explosé n'est plus composée de la même manière. Or aujourd'hui, nous avons
des composants du peuple juif qui ne sont plus matérialisables de façon aussi simple que la loi rabbinique veut bien la décrire. C'est vrai que le noyau dur du peuple juif, c'est celui qui, par définition, émane de parents, de pères et de mères particulièrement juives. Et ceci représente aujourd'hui qu'une fraction relativement petite de l'ensemble de ce que l'on considère être la nation juive. Vous avez un deuxième cercle de juifs qui sont les juifs, certes halakhiquement juifs, mais qui ne sont plus rattachés à la tradition ou qui ne vivent pas la religion au sens de la tradition et de l'expression de la religion par ses commandements. Et ce sont donc des juifs de la nation, totalement juifs, mais qui ne sont plus directement reliés, en tout cas au niveau racine religieuse, à ce que l'on appelait initialement le peuple juif. Et puis ensuite, vous avez un troisième cercle, toujours selon la théorie des cercles de Sergio de la Pergola. Vous avez un troisième cercle qui est celui de ceux qui sont à moitié juifs et à moitié autre chose. Dans les deux sens d'ailleurs. Hein. Ils peuvent être par des conjoints ou des conjointes qui se sont mariés avec des juifs ou des non-juifs. Et on se retrouve donc dans ce troisième cercle avec une partie de juifs et une partie de non-juifs au sens halakhique. Et on va voir après ce sens halakhique qui s'étend au quatrième cercle, puisque là on atteint des gens qui ne sont plus ni de père ni de mère juifs, mais qui ont un ancêtre ou un antécédent juif dans leur génération antérieure. Et pour terminer avec le cinquième cercle, qui est celui de ce que l'on appellera les fans, on en a beaucoup d'ailleurs, et je vais vous donner quelques chiffres d'ailleurs pour vous montrer qu'en réalité on n'est plus dans une logique de parler de résidus de l'histoire, mais on parle de millions de personnes, pas de milliers, mais de millions de personnes. Nous sommes aujourd'hui, nous avons fait juste une expérience, pour l'anecdote, il y a une semaine. Vendredi dernier, à 5 h du matin, nous avons lancé une campagne Facebook au Brésil. C'est pour ça que je revenais sur le point d'arrêt de la conférence du professeur. Au Brésil, nous avons lancé cette campagne, une simple campagne Facebook. Qu'est-ce que c'est qu'une campagne Facebook? Le même film que vous avez vu, mais commenté en portugais. Nous l'avons simplement initié sur une page portugaise de Zera Israël, donc au sein de Facebook. Et nous avons, en l'espace de moins d'une semaine, atteint 140 000 personnes. Vous entendez bien? 140 000 personnes atteintes. 65 000 personnes qui ont vu le film. C'est-à-dire qu'il ne sont pas suffi de rentrer dans la page Facebook, ça ce sont les gens qui sont rentrés parce qu'ils ont été intéressés, ça c'est 140 000. 65 000 ont cliqué et ont regardé le film. Mieux encore, mais c'est au niveau marketing, pour ceux qui comprennent un peu les chiffres, c'est assez démentiel. 7 000 personnes ont réagi. 7 000 personnes ont dit, pour 99,4, je pourrais même dire le nombre précis, en dehors de 2 commentaires négatifs provenant de néo-nazis locales, que l'on a bien évidemment banni de la page, tous les autres commentaires n'étaient que des commentaires positifs. Et quand je dis positif, c'est pas dithyrambique. Nous adorons Israël, nous sommes le peuple juif sera... Alors certes, après analyse de ces communautés de gens qui se sont connectés, on se rend bien compte que nous avons toute une forme de population qui vient s'agréger parce que Israël est à la mode aujourd'hui. Il fut une époque où Israël, dire qu'on était, ou qu'on habitait, ou qu'on était des juifs, c'était honteux. On ne le disait pas d'ailleurs, on se cachait. On allait à l'église et puis après on rentrait à la maison et on faisait son kidouche. Sur des choses authentiques, le professeur en a raconté rapidement, il a sauté, mais des cas comme ça, il y en a des centaines et des milliers. C'est pas Salomon Bouzaglio qui me contredira, on a tous voyagé au Brésil, on a vu ces gens-là, on a rencontré ces gens-là, et on se rend compte finalement que, au-delà de toute cette communauté de Maran et de descendants de Bnei Anoussim, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, les enfants, des gens qui ont été violés, entre guillemets, des gens que l'on a forcés à changer de religion, aujourd'hui sont en train de revenir. Et si j'avais un message à dire aujourd'hui, si je me sens l'obligation de, même si c'est un pied levé, de remplacer le rabbin Salem qui ne l'aurait pas fait moins bien que moi, mais en tant que juif traditionnaliste, fils de rabbin, qui était très impliqué dans la conversion des Éthiopiens, en tout cas pour ma part, j'ai eu un jour un déclic.
Je vois que nombreux d'entre vous portent une kippa, donc probablement beaucoup d'entre vous lisent 3 fois par jour la Hamida. Moi, il m'est arrivé une expérience, c'est qu'un jour j'ai lu la Hamida, et je suis arrivé à un passage de la Hamida, des 18 bénédictions que nous disons 3 fois par jour, à un morceau qui est édifiant et qui ne nécessite pas d'être religieux pour le comprendre. Pourquoi? Parce que nous avons le privilège d'être une génération extraordinaire qui a le privilège de vivre en live la réalisation des prophéties. Alors moi je lisais depuis tout jeune cette prière, comme le lisent tous les enfants, voilà, puis on arrive à un moment, il est écrit Tekar Beshofar Gadol Herutenu, Besanes Tekabetz Galuyetenu. Je vous passe le passouk en entier, mais pour autant, le verset déclame tout simplement quelque chose que nous avons vécu. Et jusqu'à présent, je ne le lisais jamais. Tekar Beshofar Gadol, le verset dit viendra un jour où le chauffard sonnera. Et quand il va sonner, il sera l'heure du kibbutz galuyot, les kapetz galuyotenu. Et c'est quelque chose qu'on a eu le privilège, nous, notre génération, ici présente, de voir au travers de la naissance de l'État d'Israël, mais également lors de la conquête de Jérusalem, où le chauffard a été sonné. Et on peut dire aujourd'hui que tout juif qui souhaite, et on les invite, pour ceux qui nous écoutent, à nous rejoindre, parce qu'effectivement, la vie en diaspora et en Galoute devient de plus en plus difficile. Mais nous avons vu que ce verset était véridique, et je ne le lisais jamais jusqu'au bout. On lit, puis à la fin de ce verset, qu'est-ce qui a marqué? Baruch Ata Hashem, Mekabetz Yidhe Israël. Alors je peux vous dire qu'il y a 3/4 des rabbins qui vous poseraient la question ne sauront même pas vous répondre. Parce que quand on pose la question, mais ok, on a vu la délivrance du peuple juif, on a vu la création de l'État d'Israël, on a le privilège, nous sommes les acteurs de ce kibbutz galuyot, puisque nous-mêmes sommes des Français, et pour certains d'autres pays, qui sommes revenus sur leur terre. Mais alors de quoi veut parler le verset à la fin, quand il dit « Béni soit l'Éternel, Mekabetz, qui va réunir les repoussés d'Israël ». Mais c'est d'une force incroyable. C'est-à-dire que là, vous n'avez même pas besoin de porter une kippa sur la tête ou d'être religieux pour avoir le poil qui se dresse. Parce qu'en réalité, il est écrit dans nos textes que la Géoula finale, cette fameuse délivrance qui consiste en quoi finalement? En une unification du peuple. Quand notre peuple sera réunifié, mais on pourrait croire que le kibbutz galuyot auquel nous avons participé, ça y est, c'est la fin. Pas du tout. Il nous faut encore aller chercher tous ces nidachim, tous ces repoussés, tous ceux que personne n'a voulu, tous ceux qui ont voulu les forcer et qui les ont forcés à se convertir et qui maintenant se réveillent. Nous avons l'obligation de leur tendre la main. Ne pas tendre la main, ça voudrait dire que nous ne sommes pas garants de leur futur. Ça voudrait dire que, sachant leur existence, nous fermons les yeux sur la capacité que l'on a, nous, aujourd'hui, peuple fort, avec une terre, une armée, un gouvernement fort, une science, une technologie, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut être fier d'être juif dans le monde, et on ne serait pas capable d'aller ramener ces égarés qui ne se sont pas égarés par eux-mêmes, d'ailleurs, qui ont été forcés et qui, aujourd'hui, grâce à Internet, se revendiquent et nous demandent de venir à l'aide. Et c'est en ça que Zera Israël est venu s'inscrire. Nous travaillons dans ce sujet depuis des années. J'ai renforcé cette fondation il y a quelques mois maintenant. Non pas pour avoir une exclusivité sur ce sujet, au contraire. Plus nous serons des volontaires, plus nous serons des acteurs qui comprendront l'enjeu extrêmement fort que d'aller sauver les égarés du peuple juif pour les ramener, mais pas simplement les ramener au judaïsme parce qu'ils le veulent. Croyez-moi, ils n'ont attendu aucun rabbin. Ils ont des traditions que l'on n'imagine même pas, que même des non-religieux en Israël ne pratiquent pas. Ils font des choses en tant que maran que nous-mêmes, pour certains d'entre nous, ne pratiquons pas au quotidien. Et donc, de ce fait, nous avons non seulement un devoir de leur tendre la main, et à ce titre, Zera Israël intervient pour que financièrement, nous puissions aider ces communautés, parce qu'avant tout, ce sont des gens qui ont vécu en communauté cachée, mais qui ont besoin d'être renforcés, qui ont besoin de moyens.
y compris des simples moyens d'apprendre, de comprendre. Ils veulent renforcer l'étude de leurs enfants, ils veulent pouvoir prier de façon régulière le Shabbat. Et c'est comme ça que nous avons commencé, non pas dans une démarche d'ailleurs religieuse, mais simplement de tendre la main, de les accueillir, leur dire oui, nous vous reconnaissons ce droit que de vous revendiquer du peuple juif. C'est ça, Zera Israël. Je vous laisserai lire tous les textes qu'a écrit le Rabbin Selem, qui est extrêmement pointu sur le sujet de la conversion, parce qu'au final, il faut aussi se poser la vraie question. La vraie question de fond, c'est que ces gens-là, et pour beaucoup, personne ne le sait par ignorance, mais en réalité, la tradition juive, la halakha telle que nous la connaissons, et particulièrement la halakha de la tradition séfarade qui s'est toujours voulu ouverte sur les communautés qui les environnaient, la halakha donne aujourd'hui des solutions concrètes et extrêmement pertinentes pour permettre à ces gens de revenir, parce qu'ils sont Zera Israël, ils ont en eux une partie de leur âme juive, et il faut les aider, non pas en leur compliquant la tâche, non pas en les rejetant, non pas en leur montrant un judaïsme qui est en fait un judaïsme replié sur lui-même, mais plutôt un judaïsme ouvert et tolérant, un judaïsme qui accueille, un judaïsme qui accepte l'autre, mais surtout dans les règles de la halakha, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait aider ces gens-là, mais de façon beaucoup plus rapide. C'est ce qu'on fait dans le film, vous l'avez vu. Nous sommes déjà à plusieurs centaines de conversions, plusieurs centaines de mariages, de brit milot, et du reste qui va s'en suivre. Nous avons déjà des jeunes qui viennent en Israël pour se former, pour aider ces communautés à se renforcer, pour venir ensuite en Eretz Israël. Imaginez-vous maintenant l'impact démographique lorsque tout le monde sait que 20% de la population d'Amérique du Sud est considérée par les spécialistes goy. C'est pas Ariel Toledo, Zera Israël, c'est pas Salomon Bouzeglo, c'est pas le professeur Wachel. Non, ce sont vraiment des gens qui disent qu'aujourd'hui 20% de la population d'Amérique du Sud seraient descendants de Bnei-Anoussim. 20% de 200 millions de personnes, ça fait déjà 40 millions. Je vous avais dit 50, on est déjà 55. Je suis pas tunisien. Donc ça veut dire que le travail est immense. Et si on a commencé au Brésil, parce qu'effectivement le maranisme du Brésil est celui qui a été le plus prégnant aujourd'hui, c'est celui qui nous permet d'atteindre une population la plus vaste. Les quelques chiffres que j'ai pu vous donner tout à l'heure en témoignent. Mais ce n'est pas le seul endroit. Nous avons eu très récemment, et je suis sûr qu'ils doivent être en train de nous regarder sur le Facebook Live, des Bnei-Anoussim de France qui nous ont contactés par notre site internet il y a encore quelques semaines de ça, et qui supplient que quelqu'un vienne simplement les aiguiller, les aider à retrouver leur chemin, parce qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui à trouver de relais dans les communautés. Et c'est pour ça que j'en viens à la conclusion de nos actions, et je vous laisserai ensuite le loisir de poser quelques questions. Nous avons aujourd'hui la nécessité de répondre de façon très très précise à un besoin qui est très précis. Et nous avons défini dans notre plan de campagne pour Zera Israël 3 façons, 3 chemins, 3 axes indispensables pour permettre de réaliser au niveau mondial, puisque là il ne s'agit plus d'aller trouver un marin ou deux dans une tribu perdue, non, c'est de trouver tous les marins. Donc nous avons lancé un premier axe que j'appelle l'axe online. L'axe online, c'est le digital, parce qu'on est de l'ère digitale, en tout cas pour ce qui me concerne, je suis même si je suis sur la fin de ma carrière, mais j'ai vécu la naissance du digital. Et le digital nous permet aujourd'hui d'accéder, comme je l'ai dit sur notre campagne Facebook, ou tout ce que l'on fait sur Internet, nous permet d'adresser de façon massive à des populations qui se trouvent très loin et dans n'importe quel pays, d'adresser un message fort. Et c'est ce que nous avons commencé à faire avec des campagnes extrêmement rigoureuses, extrêmement professionnelles, qui visent à aider les marins à se déclarer. Et en se déclarant, nous les recensons. Parce que nous considérons que maintenant, il va falloir aussi leur donner un poids. Parce que quand ils vont représenter des millions, ben ils vont être encore plus que le million de Russes qui est venu en Israël, ou que les centaines de milliers de Falachas qui nous ont rejoints, il va falloir leur faire de la place. Donc nous les recensons, et en même temps, nous les relions
aux communautés que nous essayons, et c'est le deuxième axe, c'est l'axe offline, ce que j'appelle l'axe offline, qui est l'axe communautaire. C'est comment faire en sorte que les communautés traditionnelles, les communautés que nous connaissons, moi j'étais président de communauté à Lyon pendant plusieurs années, et je sais exactement comment fonctionnent ces communautés-là, et je me dis, mais comment on est arrivé à un stade où les présidents de communautés et les rabbins des communautés en France et ailleurs ne sont pas conscients de ce problème et n'ont pas la connaissance, même pour les rabbins, si ce n'est de dire non, ou si ce n'est de dire le rejet total, pas parce qu'ils n'en ont pas envie, mais parce que le dogme fait, d'accord, il suffit que le grand rabbinat ait décidé que, et donc tous les rabbins de communauté, sans le savoir, n'ont pas la capacité à adresser un problème qu'ils ont dans leur communauté. C'est là que je vais faire le lien entre les marans, l'assimilation, les communautés et Israël. En réalité, chaque communauté juive dans le monde est frappée d'un maranisme. Il y a un maranisme brésilien, mais aussi un maranisme new-yorkais, un maranisme Los Angeles, un maranisme Las Vegas, pour d'autres raisons. Est-ce que c'est par une assimilation liée à l'intégration dans les sociétés dans lesquelles les Juifs se sont dispersés? Certainement. Mais en tout cas, on vit cette assimilation de façon rampante et galopante. Et donc, si à un moment donné, on ne crée pas un réveil, et je pense que le réveil des marans est intéressant, parce que les marans, eux qui ont été forcés, c'est-à-dire qui n'ont pas eu une assimilation choisie, appellent au secours et nous disent « Nous sommes là pour venir renforcer le peuple juif. Nous aimons le peuple juif. Nous allons venir vous aider. » Et nous, en attendant, on a un judaïsme qui s'appauvrit, on a des rabbins qui n'ont plus de réponse à rien, on a des présidents de communautés qui ne savent plus quoi faire pour retenir les quelques membres qui sont encore présents. Pire encore, les rabbins sont confrontés au quotidien à une proportion de personnes qui sont membres de la communauté, qui eux-mêmes ne sont pas juifs. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez dans beaucoup de communautés près de 50% du minyan qui ne sont même pas juifs par définition. Il va bien falloir qu'ils se débrouillent avec ça. Alors oui, on peut laisser la place aux libéraux, on peut laisser la place aux réformistes, ou au contraire, on peut aussi trouver, et on a dans notre halakha, on a la chance d'avoir des rabbins qui peuvent apporter une solution halakhique juste, qui va permettre de donner une réponse non seulement aux marins du Brésil, mais aussi à tous les assimilés du monde entier, avec un seul objectif, qui est le troisième, c'est notre activisme ici en Israël. C'est en ça que le rabbin Amselem est aussi très engagé. Nous avons besoin d'un activisme politique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est là sur un projet tellement démentiel qu'il faut impérativement que le gouvernement prenne conscience, comme il a fallu le prendre pour les Éthiopiens à une époque, comme ça a été fait à demi malheureusement pour les Russes, puisqu'on se retrouve aujourd'hui en Israël avec près de 400 000 Russes qui sont ni juifs, ni russes, ni goy, on ne sait pas trop quoi, mais quand ils veulent se marier, ils ne sont plus rien, alors qu'on leur a demandé de défendre notre État, qu'ils sont morts pour l'État d'Israël, et qui se sentent juifs dans l'âme, et on ne fait rien pour accélérer leur intégration. Et pour ça, on a besoin d'une force politique, parce qu'effectivement, il est impératif pour nous que l'État d'Israël accorde aux marans, mais également à tous ceux qui sont de Zera Israël, et je vous laisserai découvrir tous ceux qui font partie de cette définition, pour faire en sorte qu'ils aient droit à la loi du retour, après bien sûr conversion selon la halakha, de sorte à ce qu'il n'y ait plus aucun doute. Lorsque ces gens arriveront, lorsque ces membres du peuple juif viendront s'installer en Israël, ils pourront s'intégrer naturellement et démographiquement à notre État et faire en sorte que le peuple juif devienne le peuple juif qui a été promis à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, nombreux comme les étoiles de cette terre. Il n'y a rien qui nous empêche d'accéder, ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est ce qu'on appelle l'amour de la patrie. L'énergie magnifique. Et je crois que vous avez mis le doigt véritablement sur le problème. C'est un problème politique qui effectivement bloque un très très grand nombre de décisions à cet égard. On l'a vu avec les femmes à côté du cocktail et on le voit très régulièrement sur un certain nombre de sujets. Je crois qu'effectivement il va falloir briser ce carcan à un moment ou à un autre.
Et j'espère qu'il y aura suffisamment de force parmi les jeunes générations pour essayer d'avancer dans ce sens. En tout cas, c'était formidable. Merci infiniment. Je voudrais demander à notre public, comme d'habitude, de poser des questions s'ils en ont et de s'adresser à l'un ou à l'autre. Avec Nicole et le microphone.